Salam alaikum, Azul, bonsoir. Jean de La Fontaine nous a gratifié de nombreuses fables, quasiment des fables politiques, toutes de sagesse, et qui finissent toutes par une morale, comme on dit. Aujourd'hui, avec notre babyle de tous les jours, je m'en vais vous conter celle de la femme du lion, qui décéda un jour. Toute la jungle accourut pour témoigner sa sympathie au roi lion et lui exprimer son chagrin avec force mortification, sanglots éperdus et soupirs qui n'en finissaient plus, dans tous les bêlements chagrinés, les caquetages accablés, les blatèrements attristés, les braiements tonitruants, les miaulements plaintifs et les feulements apitoyants. C'était la jungle en deuil, un chagrin qui s'entendait de loin et qui se bousculait à qui ferait le plus état de sa consternation. Beuglements, meuglements, mugissements, aboiements, glapissements, couinements, grognements, chointements, ululements, dododirements, coassements, croassements, et je passe sur le reste du concert des pleureuses. Et là, je vais vous lire un passage littéral de la fable. Rugir en leur patois, messieurs les courtisans, je définis la cour, un pays où les gens, tristes, gais, prêts à tout indifférents, sont ce qu'il plaît aux princes, ou ce qu'ils ne peuvent l'être. Tâche au moins de le paraître. Peuple caméléon, peuple singe du maître. On dirait qu'un esprit anime 1000 corps. C'est bien là que les gens sont de simples ressorts. Fin de citation. Mais le plus drôle, s'il n'était tragique, est que ceux qui emplissaient l'antre du roi lion et de leurs cris éplorés étaient ceux qui faisaient habituellement partie du garde-manger du même roi lion, de sa royale épouse et de leur princier lionceau. L'heure du repas approchant et l'appétit venant en pleurant, le roi lion commençait à sérieusement saliver et à ne plus voir dans ses pleureuses d'invités que le gigot à l'ail, l'entrecôte à la bordelaise et le faisan à la forestière qu'ils étaient. Ils se pourlichaient les babines déjà. Alors, les hôtes de la jungle, qui avaient accouru pour payer au roi la dîme de l'hypocrite consternation, quand ils virent le roi lion en salivation, sur les plus dodus parmi eux, se précipitèrent tous à lui signaler la glaciale indifférence du cerf, qui n'était là que par curiosité, et surtout pour istishfa, sur celle qui avait avalé son acte de naissance, et qui, de son vivant, lui avait bouffé ses petits en hors d'œuvre et sa douce moitié en steak tartare. Les pleureuses, pour sauver leur peau et leurs abattis, sont donc allées s'offusquer devant le roi lion de ce que non seulement ce malotru de cerf n'avait versé aucune larme, mais pire encore, qu'il n'était là que pour se régaler de la mort de la Fahamatuha. Le roi lion rigola de toutes ses canines et remercia le ciel de lui avoir envoyé un si plantureux repas, non seulement pour se taper un bon casse-croûte, mais d'en profiter aussi pour régaler tous ses hôtes carnassiers. Et là, je vais encore laisser parler le roi lion de la fable. Chétif, hôte des bois, tu ris, tu ne suis pas ces gémissantes voix. Nous n'appliquerons point sur tes membres profanes nos sacrés ongles. Venez, loups, vengez la reine, immolez tous ce traître à ses augustes mânes. Et quand il vit la meute et la horde sortir leurs cure-dents, alors le cerf comprit qu'il ne lui restait qu'une seule chance, rentrer dans le rang
et se répandre, lui aussi, devant le cadre de la reine lionne en soupir à rallonge. Et il s'adressa ainsi au roi lion. Et là aussi, je laisse parler La Fontaine. C'est le cerf qui parle. Sire, le temps de pleurs est passé. La douleur est ici superflue. Votre digne moitié, couchée entre des fleurs, tout près d'ici m'est apparue. Et je l'ai d'abord reconnue. Ami, m'a-t-elle dit, garde que ce qu'on voit quand je vais chez les dieux ne t'oblige à des larmes. Aux Champs-Élyséens, j'ai goûté mille charmes, conversant avec ceux qui sont saints comme moi. Laisse agir quelque temps le désespoir du roi, j'y prends plaisir. À peine on eut ouï la chose, qu'on se mit à crier « Miracle, apothéose !» Le cerf eut un présent, bien loin d'être puni, amusez les rois par des songes, flattez-les, payez-les d'agréables mensonges. Quelque indignation dans leur cœur soit remplie, ils goberont l'appât, vous serez leur ami. Affaire Gaïd Salah, justification et profession de foi. C'est le titre de notre émission d'aujourd'hui. Pour en parler aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Adel Jabbar, analyste politique depuis le Canada, Hamid Lello, analyste politique depuis Washington, Farida Hamidi, psychologue clinicien, Hamid Lello, qui est analyste politique, médiateur certifié et analyste dans la résolution des conflits. Farida Hamidi, psychologue clinicienne, on nous dit qu'elle est avec nous depuis la Suisse. Hein. Et Azdine Toumi, militant politique depuis Alger. Alors, nous allons commencer par Azdine Toumi depuis Alger, qui est avec nous au téléphone. Azdine Toumi, merci d'avoir accepté notre invitation. On l'a perdu. Adel Jabbar, merci d'avoir accepté notre invitation.
Adel Jabbar, est-ce que vous m'entendez? Salutations à tous vos invités. Oui, merci. Je vous écoute. Très bien. Alors voilà, donc le Watan qui avait donc fait état de cette histoire, de cette affaire désormais Gaïd Salah, où les gens découvrent, surtout les Nofambariyin, Badisiyin, que les enfants et la famille et les beaux-parents de Gaïd Salah disposent d'un véritable empire. Et alors là, avant de commencer à parler du sujet, le Watan a fait aujourd'hui une sorte de mise au point, après l'article d'hier. D'abord, ils nous disent que des personnes inconnues se sont présentées un peu partout devant les kiosques pour acheter quasiment tout le Watan, pour ne pas le laisser aux gens lambda. Hein. Ils ne voulaient pas que les gens le lisent. Mais j'ai retenu quelques passages, je vais vous en lire un. Alors, je cite, hein. Certains, en nos lieux, nous ont reproché d'avoir mis en première page la photo de Gaïd Salah avec un titre tendancieux qui porte atteinte à l'image de l'ANP. L'une des grandes lignes éditoriales du journal avant même son lancement, et Ammar Himer, l'actuel ministre de la Communication, peut en témoigner, est de considérer l'armée nationale populaire comme étant la colonne vertébrale de l'État algérien et la principale institution garante de l'État de droit et du processus démocratique en cours. Fin de citation. Alors, Adel Jabbar. Bon, qu'est-ce qu'il y a à dire sur ce sujet abracadabrant? Je commencerai par dire que il n'y a jamais eu de ligne éditoriale dans ce journal. La ligne éditoriale avait un rédacteur. Ah, il y a un souci, Adel Jabbar, je crois, quand j'ai dit que l'image était très bonne. Nous allons essayer d'arranger ça. Azdin Toumi est avec nous. Azdin Toumi, merci d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle que vous êtes un militant politique, que vous êtes à Alger. Azdin Toumi. Bonsoir, cher Jamal. Bonsoir à tous les téléspectateurs et merci pour votre invitation. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Azdin Toumi, alors, qu'est-ce que l'article de l'Ouatan a suscité de réaction à Alger? Oui, ça a suscité beaucoup de réactions. Ça a coupé, hein? Oui. Allô? Oui, on vous écoute. Oui. Ça a suscité beaucoup d'intérêt, notamment sur les réseaux sociaux, même au sein de la population, notamment à Alger et les grands centres urbains. Mais ça reste un article qui était complètement vide, à part le titre, et ça n'a pas apporté d'informations supplémentaires sur ce que connaissaient notamment les habitants d'Annaba et Alger. Mais en tout cas, c'est pas par rapport à la ligne politique qui a été menée par le défunt Gaïd Salah pendant toute cette période après la chute de Bouteflika. Ce qui est intéressant, ce qui est important pour la population et pour la révolution de la jeunesse, la révolution du sourire, c'est de parler et de traiter de ces décisions, de tout ce plan qui a été mis en œuvre et cette contre-révolution pendant cette période. Beaucoup de personnes ont été emprisonnées, beaucoup de personnes ont été intimidées et beaucoup de pression sur des hommes politiques, sur des militants, etc. Et puis beaucoup de tentatives pour casser la révolution et pour mettre sur pied une contre-révolution. C'est ça le plus important. Aujourd'hui, si les fils du défunt Gaïd Salah étaient mêlés à des affaires de corruption ou autres, ça c'est une autre affaire, mais ce qui nous concerne, nous, c'est toutes ces décisions qui ont été prises pendant cette période, notamment l'interdiction du drapeau à Mazir et l'emprisonnement de Karim Fabou et de d'autres militants. C'est ça le plus important qui est porté. Et puis aujourd'hui, chers amis, est-ce que le pouvoir en place a changé sa feuille de route? Est-ce qu'il a changé un autre plan? Est-ce qu'il s'est ouvert sur les revendications du peuple? Est-ce qu'il a fait aboutir, il a répondu favorablement aux revendications du peuple? Moi, je ne le pense pas.
Alors, je reviendrai pour vous poser cette question sur ce que vous pensez sur cette affaire. Vous nous direz votre avis. Farida Hamidi est avec nous. Merci Farida Hamidi d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous de m'avoir invité. Merci. Alors, Farida Hamidi, d'abord, vous qui êtes de Annaba, quelle a été la réaction des gens de Annaba, de la région, quand ils ont vu que pour la première fois cet empire financier de la famille de Gaïd Salah a été éventé et traité par l'Ouatan, même s'ils n'ont pas tout dit, mais ils ont dit pas mal déjà. Moi, je pense que les habitants de Annaba, ils en savent beaucoup plus que ce que l'Ouatan a mis sur le papier. C'est des gens qui ont côtoyé de très près, pas la famille Gaïd Salah, mais de très près leur pratique. À Annaba, donc on sait très bien qu'ils avaient la mainmise sur la ville avec Tleba. D'autres personnes qui leur ont facilité probablement l'acquisition de toute cette fortune, de ces biens mal acquis finalement, et pour des miettes. Donc moi je reste persuadée que ces gens-là, ils ont tout ce qu'ils ont aussi, parce que il y a le petit personnel qui les a aidés à acquérir tout ça. Moi sincèrement, j'ai deux événements dans ma tête par lesquels j'ai été très surprise, et ce personnage-là, il a toujours eu à mes yeux la valeur qu'il méritait. Ça veut dire, je suis désolée, mais pas grand-chose. Le jour où j'ai appris, étant assez jeune, qu'il possédait une salle des fêtes, Salat Ares, et on s'est posé la question, on était jeunes à l'époque, de nous dire, un général quand même, Yitma fi Salat Ares, c'est bizarre, voilà le qima t'as les généraux terna. Et puis un autre événement, c'est à l'occasion du mariage d'un de ses enfants, je ne sais plus si c'était sa fille ou son fils, où la ville a été complètement paralysée. Donc tout l'après-midi, il n'y avait plus du tout de trafic, il n'y avait plus de circulation, les voitures ne pouvaient plus circuler. Pour qu'il y ait le cortège de sa fille ou de son fils, je ne sais plus franchement, un cortège, mais c'était d'une indécence. Parce que des marques de voitures que on n'a jamais vues à Annaba, ou je pense même en Algérie d'une manière générale. Et puis la web, des gens avec un accoutrement assez folklorique sur des chevaux, et qui tiraient Belfouchi en plein milieu de la route. C'était sur le grand boulevard, vraiment le centre de Annaba. Alors, ça, c'est ce que j'ai vu de mes propres yeux. Est-ce que vous avez lu l'Ouatan d'aujourd'hui sous le titre « Quelques précisions » ? Non, sincèrement, je vous dis en toute franchise, non, parce que c'était le jour de ma rentrée et j'ai travaillé toute la journée. J'ai pas eu le plaisir de le faire. Le plaisir, pas sûr, hein. Mais je vais vous lire un autre extrait. Je viens d'en lire un, je vais vous en lire un autre. Al-Ouatan a défendu ardemment les décisions de l'ANP qui se sont avérées vitales pour la pérennité de l'État algérien, telles que l'annulation du processus électoral qui aurait permis à la nébuleuse islamiste de prendre le pouvoir, avec des conséquences terribles sur la stabilité sociale et politique du pays, etc., etc. Tout est dit. Donc, on voit bien qu'ils se sont rattrapés avec un autre clan. Parce que moi, l'article d'hier déjà, en fait, avant même de le finir, j'ai été vite faire des recherches sur Google, sur les archives, dans leur site même d'archives de l'Ouatan. Et j'ai ressorti 3 autres articles à propos du Gaïd Salah quand il était encore en possession de tous ses pouvoirs, on va dire les choses comme ça, quand il était encore en haut de la pyramide. Et c'est assez surprenant. C'est d'abord décès d'Ahmed Gaïd Salah, le président de la République décrète un deuil national de 3 jours. Des obsèques de chef d'État pour Gaïd Salah.
Ahmed Gaïd Salah durcit le temps, ça c'était après sa mort, la loi sera appliquée avec toute la rigueur requise. Et puis, le titre d'hier, les détails d'une fortune à l'ombre du général. Donc, j'ai pas pu m'empêcher en fait de faire le rapprochement et de voir que finalement, c'est une note administrative qu'on a reçue hier. C'était pas un article journalistique. Hein. Il avait il n'y avait pas de ligne éditoriale. Il avait aucun intérêt au niveau de la documentation. C'était juste une note d'information, voilà. Et puis très contradictoire, selon les périodes et selon les contextes. Et c'est exactement ce qu'on disait la dernière fois. C'est vraiment l'effort de rendre l'autre fou. Donc ça dépend qui est au pouvoir, ça dépend qui tient les ficelles, à quelle période. Et nous allons essayer de savoir, de vous demander, d'après vous, ce qui derrière tout ça, ce déballage, qui l'a ordonné? Est-ce que c'est juste du courage journalistique, d'un journal qui s'assume, ou est-ce autre chose? Hamid Lellou, merci d'avoir accepté notre invitation. On ne vous entend pas, je crois. J'ai dit le plaisir était pour moi. Très bien, merci beaucoup. Merci. Alors, Hamid Lellou, d'abord, comme ça, à chaud, votre réaction sur l'article d'Al-Watan d'hier et sur ce que cela a provoqué de réactions au sein de notre diaspora aux États-Unis. Cet article est très intéressant. Juste comme ça de tête, il y a quelques points qui sont particulièrement intéressants. Mis à part le contenu de l'article qui était un secret de polichinelle, hein, tout ce que l'article a rapporté était connu de tous. Il y a aussi le journal Al-Watan, encore une fois, se hisse comme le porte-parole du clan qui domine. On se souvient des affaires Betchin et autres généraux. À chaque fois qu'un de ces généraux tombait, c'est Al-Watan qui rapportait l'information qui était connue de tous. Donc il n'y a rien de neuf, tout le monde a lu l'article, il n'y a pas de substance. La seule substance, c'est tous les éléments qui ont été déjà rapportés par la rue, par d'autres journalistes, par le Hirak dans la rue. Donc il n'y a rien de nouveau. Maintenant, après, c'est le timing. Et aussi, l'autre problème, c'est que maintenant, je me demande où va ce jeu politique. Parce que c'est ouvrir la boîte du Pandore. Il y a d'autres choses qui risquent de sortir. Et je ne suis pas sûr que les gens qui sont en charge maintenant à Alger vraiment contrôlent tout. On ne peut pas tout contrôler, quelle que soit la puissance. Mais justement, Hamid Lellou, cet article qui n'a pas tout dit, bien sûr, tout le monde le sait, mais c'est à croire que cet article a voulu épargner le plus gros, là où mouillent beaucoup de généraux, très nombreux, notamment, par exemple, sur les commissions, sur les gros contrats d'armement. Oui. Pas un mot, rien. Oui, c'est ça le truc, c'est très très limité, donc on se limite à ces enfants, même pas à leurs associés. Hein. Il y a des associés qui sont connus, qui sont en prison, ou d'autres qui courent. On ne les mentionne pas, et c'est ça le risque qu'il court. Il court le risque qu'il y aura des effets secondaires. On appelle le second et le troisième ordre, l'effet du second et troisième ordre. Ça veut dire qu'ils vont faire ça tout en ne sachant pas que ça va les mener vers quelque chose qui ne voulait pas que ça arrive. Et autre chose, c'est que si vraiment c'est l'Algérie, le Jadida dont il parle, la nouvelle Algérie, il s'agit de ça, à ce moment-là, pourquoi ne pas laisser la justice, s'ils prétendent que la justice est clean, elle est indépendante, pourquoi faire du sensationnel? Pourquoi ne pas laisser ces affaires prendre leur cours au niveau de la justice et ne pas sortir des affaires comme ça au grand public pour faire du sensationnel ou pour montrer qu'on est en train de construire une nouvelle Algérie. Donc il y a plusieurs lectures. L'autre lecture, c'est que maintenant le système patauge peut-être, mais c'est pas la nouvelle fois. À chaque fois qu'il y a un clan qui vient, qui prend le devant,
c'est comme s'il se doit de faire du nettoyage et il le fait publiquement pour montrer qu'il est en train de faire du nettoyage et qu'après on verra qu'est-ce qui va se passer avec aussi bien Tebboune que ceux qui sont avec lui. Aujourd'hui même, on parle de Tebboune et de son fils, particulièrement celui qui est mêlé dans le trafic de drogue avec 750 kilos de cocaïne. C'est un secret pour personne. Mais demain, Tebboune est parti, il partira. Hein. On ne sait pas comment il va partir. Ils vont nous sortir cette histoire. Restez avec nous. Ils vont la sortir plus tard. Restez avec nous, Hamid Lello. Alors, Adel Jabbar, j'espère que le son est bon maintenant. Je l'espère. Oui, très bien. Alors, je vais vous lire un autre extrait de Al-Watan. Vous savez, c'est devenu maintenant une habitude en Algérie. À chaque fois que vous dénoncez les agissements d'un quelconque chef de l'armée, on vous accuse d'avoir attenté à l'image de marque de l'armée en tant que telle. Et on vous traite de tous les noms, hein, c'est main étrangère, harki, tout. Alors écoutez la réponse ou la justification plutôt de Al-Watan. C'est la logique même. Ce que nous regrettons, c'est de se voir accusés par des personnalités civiles et militaires qui connaissent très bien Al-Watan et certains de ses membres fondateurs et journalistes. Le passé du journal, son sérieux, son aura nationale et internationale ne devrait permettre aucune suspicion quant à une éventuelle velléité de causer un tort quelconque à l'institution militaire que nous considérons comme l'épine dorsale de l'État pérenne qui consacre l'unité et la cohésion du peuple algérien. Adel Jabbar. Ils sont à un cheveu de nous dire que le Watan c'est le Coran et puis qu'il n'y a aucun doute là-dedans. Et puis c'est une nouvelle offre de service, donc une offre et une allégeance claire, nette et précise à l'armée. Présenter Gaïd Salah et les généraux fuyards, prédateurs, ceux qui sont en prison, ceux qui sont à l'étranger, ceux qui sont en fuite, ceux qui comme étant l'armée, c'est une insulte à cette armée-là, parce que ils incarnent la face la plus hideuse de l'armée. C'est une association de malfaiteurs qui se sont accaparés cette armée du peuple, qui l'ont privatisée pour leurs propres intérêts et qui continuent malheureusement à avoir la même passe sur le pays. Mais Adel Jabbar, comment ont-ils réussi, ces gens qui font la propagande du régime, à inséminer dans l'esprit des gens que quiconque dénonce un mafieux parmi les généraux, comme vous venez de le dire, il porte atteinte à l'armée, aux shuhada, à la révolution de novembre. Comment ont-ils fait pour inséminer un tel climat de suspicion et d'accusation et d'index pointés? Il s'adresse aux gens qui le ressemblent. 99%, si je ne m'abuse, des Algériens ne les écoutent même pas, ne leur accordent aucun crédit et ne leur font aucune confiance. Ils ne les lisent même pas. Maintenant, qu'ils disent ces fonds de commerce sont éculés, ils ont vieilli, leurs œufs sont pourris et leur mayonnaise des années 90 ne prend plus. Leur propagande ne marche plus. Le Watan est connu pour étant un journal à la solde du DRS. Le rédacteur en chef a toujours été, le bureau du rédacteur en chef a toujours été au DRS. C'est un journal d'éradicateur. Hier comme aujourd'hui, ils sont en train de dire l'armée, nous sommes là pour... Là, vous allez vous faire accuser d'islamistes, même s'ils m'accusent d'être un martien, c'est la vérité, les Algériens le savent, et moi je le sais. Ils ne peuvent pas aujourd'hui nous mener encore dans leur bateau. Je ne suis pas islamiste, je ne suis pas laïque, je ne suis pas communiste, je ne suis pas capitaliste, je suis un citoyen algérien soucieux de l'intérêt de son pays, point à la ligne. Je veux que les Algériens vivent dans un pays de droit, où seulement la loi prévaudra, où ce n'est pas la loi des Rangers et à la force de la mitraillette. Maintenant qu'ils disent ce qu'ils veulent, ne m'intéresse pas du tout. Cet article-là est une commande, c'est clair. Il a été commandé par une partie des décideurs, entre guillemets, et qui ont voulu porter atteinte
à l'image de Gaïd Salah. Gaïd Salah, l'image qui nous a brossé de lui ne nous surprend même pas. Le dernier des enfants qui a 5 ans, c'est que Gaïd Salah et ses enfants sont des prédateurs notoires, au même titre que tous les généraux, les Nzar, les Belassir, et donc tous les généraux, Adel Jabbar, je crois que, à mon avis, c'est un excès de langage parce qu'il y a des généraux très intègres, très... Je ne parle pas des gens qui sont propres. Je parle de ces décideurs. Mais vous avez dit tous les généraux. C'est pour ça que je vous ai interrompu. Vous avez dit tous les généraux. Non, tous les généraux prédateurs, je précise. D'accord. Les bandits que nous connaissons, comme les ministres bandits que nous connaissions à l'époque et qu'on présentait comme étant les meilleurs citoyens algériens, les gens les plus intègres, les plus compétents, les plus nationalistes, les plus patriotes. Or, ce discours-là ne marche plus. On a vu que c'est une association de malfaiteurs qui s'est accaparé ce pays depuis 1962, qui continue malheureusement. Maintenant qu'on nous présente l'armée comme étant la colonne vertébrale de ce pays-là, oui, c'est la colonne vertébrale de la dictature. La seule colonne vertébrale valable à laquelle nous aspirons, nos citoyens lambda algériens, c'est une colonne vertébrale qui ne soit pas tordue et qui soit constituée du droit, de la loi, de la justice et de l'équité. Un pays où il y aura une justice réellement indépendante qui sévira contre ces malfrats, parce que ces gens-là, c'est des malfrats. Aujourd'hui, on est en train de dire on a attenté à l'armée. Gaïd Salah, il n'a pas été accusé de trahison. Belassir n'a pas été accusé de trahison. Donc, ça ne pouvait être que le chef des traîtres. Et sa place, pour moi, personnellement, n'est pas dans le carré des martyrs. Il doit être exhumé de là-bas et enterré dans son village. Parce qu'il ne mérite pas du tout, ni lui ni quelqu'un d'autre qui lui ressemble, d'être enterré et de souiller cette place qui est sacrée pour l'ensemble du peuple algérien. Voilà ce que j'ai à dire. J'avoue que je ne suis pas d'accord avec vous pour la dernière partie, ce que vous avez dit. Pour moi, quelqu'un qui est décédé, nous parlons de ses méfaits, nous parlons de ce qu'il a commis, mais de là à demander à ce qu'il soit exhumé, enterré dans son village... C'est un point de vue personnel. Oui, je n'en disconviens pas, mais je vous ai dit le mien, parce que comme j'anime cette émission... Donc, il fallait que je vous dise mon point de vue sur cette question. Il n'y a pas de problème. Mais restez avec nous. Alors, Azdin Toumi, tout à l'heure, vous aviez commencé à entamer cet aspect de cette affaire, de savoir pourquoi, d'où ça vient. À votre avis, Azdin Toumi, c'est un article journalistique, c'est de l'investigation journalistique, c'est un article courageux qui est venu tout seul comme ça, sans consigne, sans injonction, sans feu vert? Moi, je pense que la presse, à l'instar du journal Watan, comme d'autres titres, qui, soi-disant, ou entre guillemets, presse indépendante, mais on sait tous que ces journaux-là, ces titres-là, le pouvoir exerce une pression énorme et un chantage, notamment sur la publicité, etc. Et je ne pense pas qu'aujourd'hui, que cet article est venu sur la base d'une information qui va rester dans ce contexte ou dans cette place d'information tout court. Le titre, il attire l'attention, il suscite de l'intérêt. Et puis, nous savons tous qu'en Algérie, quand il y a un article de presse qui touche à cette institution, qui touche à cette personne, notamment du défunt Gaïd Salah ou autre, ça suscite beaucoup d'intérêt parce que nous savons tous qu'en Algérie, dans la scène politique, combien il est important ce rôle qu'a joué cette institution pendant cette période et avant, et là, aujourd'hui, où nous sommes, et ça, c'est un témoin que le peuple algérien a cette idée, a cette vision des choses, que cette institution est mêlée dans la scène politique. Chaque jour, c'est un acteur. Rachid. Chaque jour sur la scène politique. Vous m'entendez? Allô?
On vous écoute, on vous écoute. On vous écoute, Zintoumi. Si on essaye de voir de plus près les choses, l'article d'aujourd'hui qui est venu pour, disons, comme si Al-Watan devait s'expliquer par rapport, ils se sont dans l'obligation de s'expliquer par rapport à cette institution, et nous savons que les Algériens sont tous avec cette institution. C'est l'armée nationale populaire, c'est une institution qui appartient au peuple. Tout simplement, les Algériens et les Algériens ont toujours demandé que cette institution reste loin de la politique et que la politique reste entre les mains des politiciens. Et je pense que c'est un droit légitime. Et ce qui est en train de se faire dans toutes les démocraties du monde, si on veut construire notre démocratie, notre état de droit, les institutions doivent être soumises et le citoyen doit être soumis à la loi, à rien que la loi. Donc, c'est pas parce que nous, on ne veut pas passer par des institutions qui fonctionnent avec des ordres. Nous, on veut des institutions qui fonctionnent sous l'égide de la loi et rien que la loi. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, si le pouvoir en place aujourd'hui veut vraiment se rattraper sur ce qui a été fait pendant cette période de 2019 jusqu'à aujourd'hui, de toute cette gestion de la crise et puis les décisions qui ont été prises, c'est aujourd'hui, il est encore temps d'ouvrir les portes à cette révolution en accédant, en répondant favorablement aux revendications du peuple et puis en réparant tous ces dossiers qui sont encore suspendus aujourd'hui. Il y a pas mal de jeunes qui sont qui ont des affaires en justice par rapport au drapeau Amazir, par rapport aux publications Facebook, par rapport notamment Karim Faro qui est toujours poursuivi par rapport à ses positions politiques, par rapport à son avis contre le plan qui a été mis en place par le pouvoir à l'époque et qui continue d'être avec l'exécutif. C'est ça le plus important. Aujourd'hui, il n'y a aucun signe qui montre que ce pouvoir veut aller dans le sens et dans le sens de la volonté du peuple algérien et dans le sens de la volonté de la révolution. Alors, Farida Hamidi, sur les causes profondes qui ont amené cet article à paraître, d'après vous, qu'est-ce qui a motivé cette sortie? Qu'est-ce qui se cache derrière et qui est derrière? L'article d'hier, vous voulez dire? Oui, l'article d'hier, oui. Franchement, s'ils se sont arrêtés à l'article d'hier, j'aurais peut-être pu dire, je ne sais pas. Ça reste un mystère, mais après la mise au point d'aujourd'hui que vous m'avez lu tout à l'heure, oui, je pense que c'est une commande. Je pense qu'il y a d'autres personnes qui veulent maintenant récupérer le pouvoir ou qui veulent arriver, les Louajiha, au devant de la scène. Voilà, des gens qui ont un peu plus de pouvoir, qui sont en train de revenir en force. Moi, par mon travail et par mes compétences, je ne peux réfléchir sans faire de lien. Donc l'article d'hier, en fait, j'ai directement fait le lien avec les déclarations de Nazar la semaine dernière. Oui. Je ne peux pas m'empêcher, franchement, de faire le lien. Donc la mise au point ce matin, c'est édifiant de ce que vous m'avez lu tout à l'heure, c'est que il rattrape le coup au niveau du journal Al-Watan avec le GH. Et Khaled Nazar, la semaine dernière, il a déclaré شعار دولة مدنية وليس عسكرية ضمن مؤامرة ضد الجزائر. On revient toujours à cette amara-là, donc il est exactement dans la même ligne de discours. Alors je traduis, selon Nazar, exiger un État démocratique, un État de droit, et pas un régime militaire, c'est un complot contre la nation. Tout à fait. والجيش بين أياد آمنة اليوم.
Et l'armée est entre de mains sûres aujourd'hui. Voilà, tout à fait. Donc moi, je ne peux pas m'empêcher de faire le lien entre les deux. Il faut absolument qu'on soit en capacité de décrypter les messages qui nous sont envoyés par ce type d'articles, par ce type de parution et par ce type de déclaration. Parce qu'on a l'impression qu'il y a un clan qui prend le pouvoir au détriment d'un autre clan qui est en train de disparaître. Et puis eux, par cet article-là, c'est quand même l'enterrement d'une ère, l'ère du Gaïd Salah. Voilà. Qui aurait pu commander? Il faut être l'adversaire, sinon l'ennemi de Gaïd Salah, pour prendre une telle revanche ou une telle vengeance. D'après vous, c'est qui alors? On sait très bien que voilà, il a été à l'origine de l'emprisonnement de l'autre clan, de pas mal de personnes qui sont de l'autre clan et qui sont maintenant en train de se venger. Parce que bon, nous on parle de Gaïd Salah, c'est le symbole du clan Gaïd Salah, mais le Gaïd Salah c'est tout un clan. Ça veut dire qu'il y a plein d'autres personnes. Et depuis quelque temps, on est en train voilà, on entend parler d'arrestations dans les plus hautes sphères de l'armée, des gens qui étaient plutôt du côté de Gaïd Salah. Mais en fait, tout ça, moi, je le balaie vraiment d'une main. J'ai même envie de dire, ça ne nous regarde pas. C'est entre eux, qu'ils se mangent entre eux et qu'ils nous laissent tranquilles. Parce que ce soit un clan ou que ce soit un autre, ils ont complètement perdu en crédibilité. Parce que maintenant, on parle de la fortune et de la malhonnêteté de Gaïd Salah, ses enfants et tout son entourage. Mais il ne faut pas oublier que ceux qui sont en train de les incriminer aujourd'hui ont fait exactement la même chose, voire pire. Alors, restez avec nous, Farida Hamidi. D'abord, nous allons revoir une vidéo. Vous venez de dire, Farida Hamidi, que ce soit un clan ou un autre, nous, on n'en a rien à faire, qui nous laisse tranquilles. Alors, nous allons écouter Karim Tabou et je vais poser une question à Hamid Lello. يسمع منا من دوبيرة من البويرة بويرة الأحرار بويرة الأحرار. احنا كي خرجنا باش نرحلوا العصابة. احنا ما زلنا طالبين برحيل العصابة. احنا طالبين برحيل العصابة. احنا ما نقبلوش المناورة. احنا نطلبوا بقيام عدالة مستقلة تخضع للقانون ولا تخضع للأوامر. نحن اخرجنا من اجل تأسيس لعدالة تخضع للقانون ولا تخضع للأوامر. نحن ضد العصابة والعصابة المضادة. نحن ضد كل العصب. نحن ضد التوفيق، ضد القايد. احنا ضد السعيد وضد الناصر. احنا ضد بدوي وابن صالح. Hamid Lello, tout à l'heure, vous avez parlé de justice à laquelle il faut laisser prendre son cours normal et non pas ces révélations fracassantes qui ne vont jamais jusqu'au bout. Mais vous savez très bien l'état de la justice algérienne. C'est un outil entre les mains des décideurs et qui fonctionne à l'injonction, rien d'autre. Comment alors attendre d'une telle justice qu'elle puisse faire son travail ? Et le cas échéant, dans un scénario ou dans un pays normal, c'est la justice qui ferait son travail. Elle le ferait en toute sérénité et loin de cette pugilat médiatique. Pour répondre, j'aimerais bien, si Belchinov, oui, j'ai l'impression que toute cette émission, on parle d'un truc, on parle d'une chose qui est extrêmement importante pour l'Algérie, c'est l'institution militaire. Oui. Et le travail de votre chaîne et de votre émission en général, c'est d'informer et d'aider les téléspectatrices et téléspectateurs à s'instruire et à comprendre comment ça marche. J'aimerais bien porter une précision. Oui, je vous en prie. L'institution militaire, surtout les officiers supérieurs, moi je les catégoriserais de deux. Il y a le type de généraux opérationnels ou bien d'officiers supérieurs opérationnels et les officiers supérieurs politiques.
Et c'est là où je fais la grande distinction entre les deux. Et comme ça, il n'y a pas de confusion. Un de vos invités avait raison de parler des généraux corrompus et vous avez très bien fait de bien le corriger que ce ne sont pas tous les généraux. Et en général, c'est les généraux politiques qui sont sur le devant de la scène, c'est ceux-là qu'on voit à la télévision, c'est sur ceux-là qu'on lit des choses, détournement d'argent, falsification, etc., etc. Mais les généraux opérationnels sont ceux qui sont dans les casernes, dans les régions. Ceux-là, ils ne s'intéressent pas à la politique, ils ne veulent pas en faire du tout. Ça ne les intéresse pas. Il y en a pourtant qui sont en prison. 3 chefs de région sont en prison. Parce qu'ils avaient refusé de signer ou valider des fausses factures, des choses comme ça. Et c'est ça le... Non, ils avaient refusé. C'était une guerre de clans entre le clan de Gaïd Saleh et un autre clan en face. Et Gaïd Saleh, pour les écarter, les a accusés de choses très graves et les a mis en prison. Oui. C'est une prise de pouvoir. C'est une course pour la prise du pouvoir. Pour la prise du pouvoir, mais une autre chose, un autre détail qui me dit que les généraux, les officiers politiques ne contrôlent pas vraiment les généraux opérationnels est le fait que l'armée opérationnelle est restée en dehors du jeu politique, surtout à partir du Hirak. L'armée n'est pas sortie, c'est pas parce que Gaïd Salah ou autres ne voulaient pas la voir dans la rue. Ça m'étonnerait, mais c'est parce qu'ils n'ont pas pu la faire sortir. Et pour preuve, on a vu des visites répétées aussi bien du feu Gaïd Salah que de son successeur à toutes les régions et à toutes les casernes du pays. Ils le font de manière très très régulière pour s'assurer que le côté opérationnel de ces officiers supérieurs sont vraiment bien gardés, bien chouettés, bien gâtés, parce qu'il faut leur donner les moyens de faire leur travail. Ça, c'est juste pour... Est-ce que vous voulez suggérer que les généraux, enfin ceux qui sont au commandement politique, comme vous dites, n'ont pas donné la troupe, n'ont pas voulu sévir militairement contre le Hirak, juste parce qu'ils ne font pas confiance à l'armée, qu'ils ont peur qu'elle se retourne contre eux? Non, parce que je pense qu'ils ne pouvaient pas donner cet ordre. Les troupes obéissent. Les troupes n'obéissent pas à Shengriha ou à Gaïd Salah. Hein. Les troupes obéissent à ceux qui les commandent directement. Juste pour expliquer comment l'armée marche. Donc vous avez les officiers opérationnels, c'est eux qui s'occupent de tout ce qui est opérationnel et tactique. Donc c'est eux qui sont en contact avec les troupes. Et à ce moment-là, l'ordre qui sont donnés, ils sont donnés par les commandants ou les capitaines qui donnent les ordres et les troupes qui suivent. Ce n'est pas Shengriha qui va donner cet ordre. Et ces capitaines qui sont des commandants de compagnie ou bien des commandants de bataillon, ils reçoivent leurs ordres du commandant de division qui est juste un colonel ou au mieux au-dessus général, une étoile qui est brigadier général. Donc ce n'est pas l'état-major. L'état-major, il est obligé d'aller tout le temps rendre visite à ces officiers opérationnels pour s'assurer que les choses restent dans l'ordre. Et vu comment les choses se passent, parce qu'il y a vraiment cette distinction entre l'opérationnel et le politique, les officiers politiques, ils n'oseront pas donner cet ordre. Et peut-être s'ils donnent l'ordre, ça va se retourner contre eux. Alors, c'est comme ça que je le lis. Alors, d'après vous, cette sortie d'Al-Watan, cet article dont tout le monde sait qu'il ne peut être que télécommandé, il n'y a pas une autre explication à moins de vouloir vraiment jouer à l'autruche. Alors, pourquoi, qui, d'après vous, est derrière et qu'est-ce que ça nous prépare, d'après vous? Qu'est-ce que cela suscite comme perspective? Il paraît que l'autre clan dont on parle, c'est la résurrection du clan Toufiq et ses acolytes. Peut-être c'est eux qui... Parce qu'il paraît que c'est le conditionnel, on ne sait pas qui, jusqu'au moment où ça va ressortir. Alors peut-être c'est Toufiq qui revient. Ça, c'est des informations... Toufiq lui-même, vous voulez dire, ou la Toufiqi, ça veut dire le DRS qui revient, mais sans Toufiq?
Écoutez, Toufiq, il a été, comme on dit, Rabbet Zahir, il a été en charge de DRS. Quand vous êtes DRS jusqu'à la mort. Et moi, je ne peux pas imaginer que les agents de DRS puissent faire quelques petites mauvaises choses à leur patron. D'ailleurs, il tremblerait, même au moment où on disait qu'il était fini. Vous vous rappelez, quand il marchait sur les marches, il allait vers le tribunal militaire de Blida. Il y avait un des agents qui était masqué, on ne voyait pas ses yeux. Il essayait de le prendre par le bras. Et l'autre, il l'a écarté. Toufiq, qui l'a balayé, il a dit allez, va voir ailleurs si j'y suis, quelque chose comme ça. Toufiq, je pense qu'il n'a jamais perdu de son envergure. Il n'a jamais perdu de son influence. Peut-être qu'à un moment donné, il a été affaibli parce qu'il y a eu des jeux politiques entre Gaïd Salah, Bouteflika, le frère, et aussi quelques oligarques. Et maintenant, le nettoyage se fait. Et peut-être aussi, Toufiq, il a opté pour cette philosophie de reculer pour mieux sauter. Et donc, il a laissé un petit peu les choses se faire pour revenir. Il y a eu en des force. influences étrangères aussi pour l'expulser. Et les influences étrangères. Et Toufiq, pour ceux qui ne le savent pas, il faisait beaucoup de visites à Washington. Toufiq il est très apprécié à Washington. Il a même été ici au Pentagone dans les années 2000. Je pense même qu'une de ses visites avait coïncidé avec les événements de 2001. Donc oui, ça aussi, ça joue. Ça peut pas. Mais pourquoi le DRS reviendrait-il? Est-ce parce qu'il détient des dossiers sur tout le monde et qu'il exerce une pression? Ou est-ce parce que le régime a besoin de lui aujourd'hui pour essayer de démolir le Hirak, parce qu'il n'y a que le DRS qui soit expert en la matière? Oui, j'opterais plutôt pour la deuxième suggestion, parce que les derniers 12 mois, depuis que Gaïd Salah a pris les choses en main, il a essayé de manipuler, de reprendre la rue, et après maintenant avec Shingriha, ils ont vu que cette approche ne marche pas, que les services de sécurité algériens ne sont pas habitués à faire dans la douceur. Ils ne savent pas. Ils ont essayé peut-être d'utiliser les moyens un peu plus constitutionnels, parce qu'il y a les observateurs étrangers, parce que les Algériens sont beaucoup plus... ils parlent plus, parce qu'on a accès à l'Internet, etc. Et ils ont vu que ça n'a pas marché. Et Dieu merci, ils peuvent dire Dieu merci que le Covid était venu au bon moment. Sans le Covid... peut-être qu'on n'en serait pas là où on est maintenant. Et maintenant, peut-être le même régime a réalisé que c'est les vieilles méthodes qui marchent, c'est les vieilles recettes de la grand-mère qui sont meilleures que les recettes qu'on trouve dans les restaurants. Peut-être c'est ça. Et maintenant, on sait très bien ce qui se passe. Tous les groupes qui se constituent dans le Hirak, aussi bien en Algérie qu'à l'étranger, se voient infiltrés par les services, et ça c'est un travail qu'ils savent faire très bien. Pourquoi? Parce qu'ils ont leurs éléments partout, et non seulement ça, mais parce qu'ils ont des relations extrêmement étroites et extraordinaires avec les services étrangers, aussi bien en France qu'ailleurs dans les pays développés, parce que quand ils voient l'intérêt, c'est ça l'intérêt qui marche pour eux. Et DRS est le meilleur parti politique en Algérie, je l'ai toujours dit dans beaucoup de mes conférences, le meilleur parti politique en Algérie. Quand je dis meilleur, le mieux organisé, ceux qui ont une bonne vision de ce qu'ils veulent, pas nécessairement de bonnes choses pour le pays, mais ils sont très structurés, bien organisés, ils se donnent les moyens et ils savent faire les choses. Et la preuve, ils reprennent les choses en main, la peur s'installe au sein des Algériens. On a vu les Algériens vraiment reprendre confiance à un moment donné, où ils défiaient tout le monde, ils défiaient la peur, ils défiaient le système. Et maintenant, la peur reprend parce que le DRS reprend la main, reprend les choses en main. Adel Jabbar, un commentaire d'abord, je vous ai vu prendre des notes.
vous avez posé une question pour dire qui a intérêt à faire ça ou qui est à l'origine de ça. Moi, j'inverse la question pour dire qui a intérêt à ne pas s'attaquer à Gaïd Salah à titre posthume. Ce monsieur-là a fait tellement de mal. Il a incarcéré des gens, il a brisé des vies, il a détruit des carrières, il s'est fait énormément d'ennemis. Il s'est mis à dos la majorité ou l'immense majorité du peuple algérien. C'est lui qui est parti en nous laissant dans cette situation-là. Et donc, il ne faut pas être surpris par la virulence de ces gens-là qui sont en train de voir en lui, même à titre posthume, un diable et quelqu'un qui s'est positionné contre les intérêts du pays et du peuple. Maintenant, concernant la justice, il n'y a pas de justice. On ne peut pas dire la justice fera. Il n'y a pas de justice sous une dictature. Je vais reprendre ou rebondir sur quelque chose qui a été dit par notre ami Hamid Lello. Il disait que il y a des généraux politiques et il y a des généraux opérationnels. Dans le pays que nous souhaitons construire un jour et où nous souhaitons que nos enfants et nos petits-enfants vivent, il ne faut pas qu'il y ait de généraux politiques. Les ministres de la Défense devront être des civils, parce que c'est un poste politique. Et c'est un poste où le ministre viendra se soumettre au contrôle de l'Assemblée nationale, du Parlement. Le chef d'état-major est un opérationnel, il s'occupe de son armée. Aujourd'hui, le chef d'état-major fait office de président de la République. Il est parti à Oran, on a fermé la ville. Moi, je n'ai jamais vu un chef d'état-major se faire fermer la ville d'Ottawa ou de Montréal parce qu'il est en train de passer. Ça, c'est la preuve encore que nous sommes dans une dictature militaire. Dire que le DRS est revenu, je vous apprends une chose, c'est que le DRS n'est jamais parti. La police politique a toujours existé depuis 62 jusqu'à maintenant. Pourquoi? Parce que tout simplement, nous sommes dans un régime militaire. Gaïd Salah, dans le cadre... Oui, mais le département, le DRS, a été démantelé, remplacé par d'autres directions, rattaché à la présidence, éclaté en plusieurs directions qui n'avaient rien à voir quasiment l'une avec l'autre. Leurs chefs ont été incarcérés ou limogés ou envoyés à la retraite. Personne ne peut dire que le DRS n'a pas été démantelé. Maintenant, s'il est revenu d'une autre façon, c'est à vous de nous le dire. Aujourd'hui, d'aller ramasser des Algériens chez eux. Est-ce que ça les a empêchés de comploter contre les Algériens? Ils existent tout le temps. Moi, je ne veux pas me fier à des sigles. Hier, c'était le DRS. Aujourd'hui, je ne sais pas ce DSI. Demain, c'est XYZ. Mais la police politique est toujours là. On se souvient, et ils l'ont dit, les oligarques de ce pays-là, que depuis 2013, il n'y avait plus de président de la République. La République était gérée par Bouteflika Saïd et compagnons. On a vu le tout-puissant, l'omnipotent, l'omniscient patron de l'ex-DRS se faire déplumer comme une poule par Saïd Bouteflika. A-t-il agi? A-t-il réagi? A-t-il dit quelque chose? Il s'est laissé faire. On a démembré sa direction, son département, il n'a pas réagi. Comment il s'appelle, l'ex-patron du FLN, il a traîné Saïdani. du temps où il était omnipotent et omniscient et il avait tous les pouvoirs. A-t-il réagi? Donc arrêtons, s'il vous plaît, de sacraliser des gens, de bâtir des mythes sur des personnages insignifiants. Le DRS n'est pas parti, il est toujours là, il est dans son rôle de police politique. Sa mission, c'est de survivre. La mission de ces gens-là, c'est la survie du régime. Moi, je dis une chose, c'est que Houma, ils ont une montre, le peuple a le temps, et le temps va jouer en faveur du peuple. Ils ne pourront strictement rien. Si je devais vous êtes assuré, Adel Jabbar, pardon, vous semblez tellement sûr de vous, vous croyez que le DRS ne va pas pouvoir déstabiliser le Hirak, le diviser, semer en son sein la discorde, la division? Je vais vous dire une chose. Ces gens-là, que n'ont-ils pas fait depuis le 22 février 2019? Ils ont brutalisé des gens sauvagement. Ils ont arrêté, ils ont kidnappé, ils ont incarcéré, ils ont arrosé d'eau chaude.
à haute pression. Ils ont tiré des cartouches ou des balles en caoutchouc en visant l'œil pour éborgner des gens. Ils ont violenté des femmes. Ils leur ont arraché le drapeau et leur ont enlevé leur khima. Ils ont déporté des jeunes filles des cités universitaires pour les jeter en pleine nuit sur des autoroutes. Ils ont envoyé le Baltajia, on se souvient, ils ont menacé des filles dans les cités universitaires pour leur verser de l'acide sur le visage et les défigurer. Dans la capitale, ils ont fermé les accès d'Alger. Ils ont lâché leurs organes de propagande. Ils ont diabolisé les harakistes pour dire que c'est des traîtres à la sauce de l'étranger, dont El Magharibia elle-même, qui était traitée de Qanat al-Adou. Ils ont pris des harakistes, ils les ont mis en prison. Ils sont partis quémander des puissances étrangères, se plaindre du peuple algérien aux puissances étrangères. Le danger, ils ont cité le danger à nos frontières, ils ont cité le danger de l'OTAN. Si jamais on ne vote pas, si jamais blablabli, blablabla, l'OTAN va intervenir. Ils ont sollicité l'aide des pays étrangers. Ils ont investi des centaines de millions de dollars pour monter des structures de Doubeb afin de s'opposer au Hirak. Ils ont payé des mercenaires pour infiltrer le Hirak. Ils ont incarcéré des gens, des jeunes qui font un petit post sur Facebook, ils vont les ramasser. Hier, je lisais qu'ils ont mis en prison un Algérien de 71 ans à Tébessa, juste pour un post au niveau de Facebook. Et donc, ils ont tout fait. Que leur reste-t-il encore à faire, ces gens-là? Qu'est-ce que leur reste? Rien. Ils sont à bout. Ils ne pourront pas. Maintenant, ils ont beau mobiliser la DST, les services étrangers, ils ont beau mobiliser tout ce qu'ils veulent. Le Hirak ne s'arrêtera jamais. La révolution vaincra, le peuple vaincra parce qu'il est dans le droit de vouloir arracher sa souveraineté. Je connais quelqu'un qui, en vous écoutant, va se frotter les mains parce que ce qu'il me disait exactement tout à l'heure. Il doit se frotter les mains en vous écoutant pour dire « Ah, tu vois que c'est moi qui avais raison ?» Ben, il a raison. Il a raison. Chauffe, ce n'est pas les gens qui sortent pour faire des selfies et faire des posts sur Facebook. Mais héros dans le Hirak, il s'appelle Mohamed Tajadit, il s'appelle Brahim Lalami, il s'appelle Brahim Douaji, il s'appelle Mustafa Qira, il s'appelle tous ces Algériens anonymes qui sont là, qui ont dit à ce pouvoir criminel, aujourd'hui, qu'on est en train de vouloir nous instiller la peur encore, les Algériens ont démontré, parce qu'ils ont démontré qu'ils n'ont plus peur d'eux. Et restez avec nous, Adel Jabbar. Restez avec nous. Azdin Toumi. Oui, je suis avec vous. Alors, Azdin Toumi, est-ce que vous êtes aussi optimiste que Adel Jabbar, que même ce retour annoncé de l'État profond, de l'État tentaculaire, passé maître en l'art de la subversion, avec toutes les méthodes qu'on connaît de lui, est-ce que vous pensez comme Adel Jabbar qu'il ne pourra rien faire contre le Hirak? Oui, effectivement, je pense que la volonté populaire pour aller de l'avant, pour aller vers le changement, elle finira par vaincre et aucune force ne pourra se dresser contre ce peuple parce que sa détermination est très forte. Et puis moi, je voudrais dire que ce pouvoir, ces derniers jours, il essaye de diriger les regards vers la crise que vit le pouvoir. Et souvenez-vous, quand le chef d'État a presque sollicité que le peuple algérien doit se mettre à côté de lui contre cette bataille, contre des clans, contre cet État profond qui est en train de mettre des entraves au changement, etc. Or il faut qu'on fasse la différence entre la vraie crise qui nous intéresse, la vraie crise que vit l'Algérie, c'est une crise qui oppose un peuple révolutionnaire qui porte des slogans, qui a des revendications et un pouvoir qui refuse de répondre à ces revendications et qui refuse d'ouvrir ses portes vers cette révolution. Et le pouvoir fait tout pour qu'on parle de la crise de clan. Cette crise de clan fait partie de la nature de ce pouvoir qui est basé sur des clans
qui sont autour du gâteau, qui se partagent le gâteau et qui à la base, c'est l'intérêt des uns et des autres. Aujourd'hui, si les immédiats peuvent devenir des amis d'aujourd'hui, d'autant plus qu'ils étaient déjà des amis avant qu'ils soient des ennemis. Sauf que les circonstances les ont obligés à se tirer les uns sur les autres, à sacrifier les uns et les autres, mais au final, c'est pour se sauver tous tels qu'elles sont. C'est pour se mettre à l'abri. Aujourd'hui, ils sont capables de se reconstituer, de recoller les morceaux, les morceaux, et c'est ce que essaye de faire aujourd'hui le pouvoir en essayant de ratisser large pour ramasser le maximum des morceaux qui ont été peut-être qui ont été ce pouvoir qui a été morcelé par la révolution. Donc aujourd'hui, on garde espoir, bien sûr, parce que la dynamique révolutionnaire, le pouvoir n'a jamais réussi à la casser. C'est vrai que les marches ont été suspendues pour des raisons sanitaires, et d'ailleurs je salue la sagesse du peuple algérien qui a grâce à lui, parce que le peuple algérien avait fait de confiance et les organes de presse des médias étatiques et certains médias en particulier, et du discours du pouvoir. Donc le peuple suspectait comment dire, une campagne de sensibilisation des hératistes qui ont fait que le peuple a pris conscience du danger de cette maladie. Il a suspendu les marches. Et la dynamique révolutionnaire, elle est là. La détermination, elle est là. Et quand on sort même dans l'intérieur du pays, ils sont là que le pouvoir, car voyez qu'elle lui était acquise. Aujourd'hui, la prise de conscience, elle est généralisée, notamment dans la jeunesse, et la volonté d'aller vers le changement, elle est intacte, c'est inoxydable, et je ne pense pas que le pouvoir réussira à se sauver parce que c'est un pouvoir qui n'est sans. Revenons, quand vous dites est-ce que le retour du service ou pas, les pratiques, elles sont toujours les mêmes. Vous savez, quand vous passez la tondeuse sur le gazon, mais les racines, elles sont là, le gazon finira toujours par repousser. Donc, je pense que les pratiques des années 60 sont encore utilisées par ce pouvoir parce qu'il est incapable d'innover, il est incapable de répondre à cette crise parce qu'il est en décalage complètement dans sa vision des choses. Aujourd'hui, le peuple algérien, il veut imposer une autre manière d'exercer le pouvoir qui va être basé sur la loi, sur la démocratie, sur l'alternance de pouvoir. Et nous, parce qu'on voit un pouvoir qui est en train d'utiliser une certaine presse pour répondre pour cette pratique-là. Et il y a le pouvoir, il utilise beaucoup de complices pour essayer de créer ce faux débat, pour diriger l'opinion publique vers d'autres zones. Or, que la crise qui nous intéresse aujourd'hui, qui est la plus importante à mon sens, c'est cette crise politique qui doit être réglée avant toutes les autres crises. Cette crise, elle oppose. Il y a une révolution et il y a un pouvoir en place et la solution, elle est dans cette révolution, elle est dans ces slogans, elle est dans ces revendications, elle est dans cette jeunesse. Si le pouvoir n'ouvre pas ces portes, n'ouvre pas les portes de cette révolution, il n'ira pas loin. Restez avec nous, Azdine Toumi. Farida Hamidi, oui. Sur cette question, nos amis ici semblent très optimistes, sont en train de nous dire que le DRS, qu'il revienne ou qu'il ne revienne pas, ça ne changera rien, que le Hirak continuera. Pourtant, vous-même qui êtes une fidèle adepte du Hirak parisien et de la place de la République, vous avez vu quand même que le DRS a réussi, relativement réussi bien sûr, non pas à casser le Hirak, mais à y semer des ferments de division, de polémiques stériles. À votre avis, il ne pourra rien faire contre le Hirak? Ça ne se passe pas sur le terrain comme ça se passe sur les réseaux sociaux? Si, sur le terrain aussi, ça se passe exactement de la même manière que sur les réseaux sociaux, dans le sens où, oui, ils essayent, mais de là à dire qu'ils réussissent, non, loin de là, ils ne réussissent pas en fait, et c'est ce qui les énerve, et c'est pour ça qu'en fait, ils montent en crescendo. À chaque fois, ils ont une nouvelle idée pour infiltrer le Hirak, pour casser le Hirak.
pour entrer un nouveau sujet polémique pour diviser les gens. Mais en fait, sur le terrain, c'est que ça ne marche pas du tout. Et comme l'a dit, je pense que c'est M. Adel Jabbar qui l'a dit tout à l'heure, la mayonnaise, elle ne prend plus du tout. Et je l'ai déjà dit sur votre plateau, c'est que, en fait, il y a une prise de conscience qui est irréversible. Les gens ont pris conscience de quelque chose. تعرف واحد كيفيق مع روحه, il ne peut pas بعد يزيد يعاود ما يفيقش مع روحه. Ce n'est pas possible. C'est un processus psychique qui va dans un même sens. D'autant plus que cette prise de conscience, elle est accompagnée d'objectifs et de demandes qui sont absolument claires de la part du peuple qui dit Madniya Machi Askariya. Et il ne faut pas oublier que les gens qui ont été emprisonnés à l'époque, enfin que le Gaïd Salah emprisonné à l'époque où il était chef d'état-major, il y en a plein qui ont été emprisonnés avec l'inculpation ihbat ma'nawiyat al-jaysh, donc déprimer nos troupes. Atteinte au moral des troupes. Atteinte au moral des troupes, voilà. Des troupes apparemment à son époque qui étaient faites en gaufrette. Donc on peut facilement, avec un slogan, avec une marche à l'extérieur, atteindre le moral des troupes. Moi, je pense que l'atteinte des morales des troupes, c'est quand ils voient ces jeunes-là appelés quelques gradés, voire des hauts gradés intègres, voire un des états-majors algériens qui était aux plus hautes fonctions de l'armée, faire le titre d'un journal pour dire qu'il est à la tête d'une entreprise de façade énorme, lui et ses enfants. Moi, je pense que c'est ça qui peut atteindre le moral de nos troupes. Et puis, il n'est pas le seul. Entre ceux qui ont pris la fuite avec des millions de dollars dans les poches, d'euros, entre ceux qui sont emprisonnés, un clan qui emprisonne l'autre, et on tient le discours au peuple que Madaniya Maïchi Askariya, c'est une atteinte au moral des troupes. Donc, que font les gens qui ont été emprisonnés à l'époque de Gaïd Salah, en fait? Est-ce qu'ils font une demande de réparation morale? Puisque finalement, ce type-là, apparemment, Ken min Afs de fatigué. Maintenant, ceux qui sont emprisonnés par l'autre clan, comme le jeune Tajadid, M. Adel Jabbar l'a évoqué tout à l'heure et j'allais en parler. Le monsieur qui a 71 ans, de Tbessa. Et en fait, donc, ça continue, en fait, ces pratiques-là. Donc, en fait, finalement, pour la plupart d'entre eux, ils sont pareils. Donc, ce qu'ils veulent, c'est continuer un petit peu, c'est continuer exactement comme ils ont toujours fait depuis 62, garder le pouvoir pour des intérêts personnels. Maintenant, Sha'ab Faqr, on est en train de le manipuler de toutes les manières possibles et imaginables pour le détourner de ses objectifs qui sont aller jusqu'au bout de la réalisation d'un État civil et pas militaire. Et que chacun reste à sa place, tout simplement. Restez avec nous, Farida Hamidi. Nous arrivons à la fin de l'émission. Dernier tour de micro. Alors, mes chers amis, c'est vraiment 1 minute chacun. Hamid Lello. Oui, moi j'aimerais bien apporter une autre précision. Vous savez, encore une fois, nous sommes dans une télé qui a une très forte audience, une influence sur la population algérienne et nord-africaine. Donc c'est très important qu'on soit précis sur ce qu'on dit, les choses, comment on les présente. Je supporte le Hirak à 100%, vous le savez très bien. Ça, ce n'est pas un problème. Mais quand je viens à votre télévision, je suis analyste. Et quand j'analyse les choses, j'essaie de les faire de manière objective et rationnelle. Parce que avoir cet esprit de revanche et être farouche, avoir cette compassion et tout ça, c'est bien pour les troupes, c'est bien, mais on a besoin aussi de personnes qui réfléchissent et qui font des analyses et expliquent les choses. Quand je dis DRS revient, DRS il n'est jamais parti, bien sûr, mais il revient en force pour travailler pour une partie au lieu d'une autre. C'est ça le sens que je voulais donner à mon intervention. La course contre la montre se fait
au sein du pouvoir entre les différents clans, c'est pas le peuple, mais le peuple va en pâtir. Quoi qu'il advienne d'un clan ou d'un autre, s'ils restent tous au pouvoir et que ce clan ne s'éclabousse pas, c'est le peuple qui va en pâtir. Et je suis convaincu que la révolution vaincra, mais le chemin est long. Ça ne va pas arriver du jour au lendemain. L'institution militaire continuera à jouer un rôle très, très, très important. Et moi, dans l'une de mes propositions, je dis oui aux négociations directes avec l'institution militaire. Quand on dit que c'est un pouvoir civil, on va parler. Les civils, ils ne comptent pour rien du tout. Ceux qui ont amené Tebboune peuvent l'enlever à tout moment. Et les négociations doivent être directes avec cette institution militaire. Merci. Et pour confirmer ça, il faut que le Hirak crée des situations favorables pour aller vers ces négociations. Merci Hamid Lello. Adel Jabbar, en une minute s'il vous plaît. Moi, ce que je voudrais dire, c'est que le DRS, quelle que soit la situation, est un instrument de répression aux mains du gang le plus fort, celui qui a les mains sur le volant. Ce que je voudrais dire à cette ignoble dictature qui nous croyait morts, il faut qu'elle sache que nous sommes vivants. Nous n'étions qu'endormis et nous venons de nous réveiller. Nous disons à cette voyoucratie de généraux prédateurs, encore une fois, je ne vise pas tous les généraux propres, les enfants du peuple qui sont là et dans ces métiers. Je parle de cette voyoucratie de généraux prédateurs à l'image de Nsa, de Belkhzir et de tous les bandits qui sont en fuite ou ils sont en prison. Nous leur disons que nous voulons plus être les passagers de notre vie. Nous ne voulons plus être les passagers de notre vie. Nous voulons nous-mêmes conduire, avoir les mains sur le volant et décider de notre vie. Et qu'aujourd'hui, avant demain, ce sera le premier grand jour de notre vie. Donc il faudrait qu'ils sachent que ce peuple est là. Il ne peut pas s'exiler, il ne peut pas partir, mais c'est eux qui partiront. S'ils ne partiront pas par le Hirak, ils partiront par la biologie, et ce régime-là n'a absolument aucune chance, parce qu'il manque de crédibilité. Le peuple ne lui fait pas confiance, ils n'ont produit que le mensonge. Maintenant, nous sortir des héros et des Superman comme Tawfiq, etc., ces histoires-là ne marchent plus. Même si à partir de Londres, ils ont essayé de nous dire que les services secrets algériens ont fait une opération d'exfiltration extraordinaire. Ils ne sont pas encore à l'image des services secrets patriotiques qui font de l'espionnage économique pour leur pays, qui vont au charbon pour défendre leur pays. Leur métier est d'aller ramasser des Algériens, d'incarcérer des Algériens, d'opprimer des Algériens. C'est un régime oppressif qui n'a, à mes yeux, aucune considération, aucun respect. Merci. Le seul respect est à ce peuple. Merci. Alors, Azdine Toumie, nous l'avons perdu. Farida Hamidi, le mot de la fin vous revient. Alors, écoutez, un message d'espoir. En tout cas, ça prendra le temps que ça prendra, mais il faut le prendre ce temps-là. J'espère qu'il sera court, contrairement à ce que beaucoup pensent. Je pense que le Hirak sera plus fort que tout. Voilà, DRS, oui, il est là, il a toujours été là. Maintenant, le peuple n'est plus le même. Voilà, à une certaine époque, ça passait, et maintenant, voilà, personne n'assassinera plus dans le silence. Voilà, les réseaux sociaux, les moyens technologiques, en tout cas, ça ne se passera plus comme à une certaine époque, où ils ont traumatisé une génération entière qui est passée à côté, effectivement, de sa vie. Donc, on n'est plus somnambule, on est bien réveillé, on sait ce qui se passe, on ne se laissera plus manipuler et on fera le nécessaire, voilà, et nous n'avons pas peur. Voilà, la peur n'a pas changé de camp. En fait, elle est toujours dans le camp qui a eu peur le 22 février. En tout cas, depuis le Hirak, depuis cette nouvelle vie, ce nouvel espoir. Et justement, ils essayent tout, justement parce que c'est eux qui ont toujours peur. Les gens maintenant du Hirak, ils n'ont pas peur. La peur n'est pas en train de se distiller parmi l'Ahrar. C'est juste qu'ils sont en train de trouver des stratégies pour ne pas se faire arrêter bêtement.
en fait, parce que ça serait dommage. Mais sinon, il y a plein de gens qui n'ont même plus peur de se faire emprisonner parce que c'est devenu presque une marque d'honneur, en fait, de se faire emprisonner par ces énergumènes là, par ces mafieux. Voilà, donc non, enfin, n'ayons pas peur, ça ira jusqu'au bout, Inch'Allah, parce que on est en train de, comment dire, de défendre le bien. Et le bien gagne toujours contre le mal. Voilà, c'est peut-être un peu romanesque, c'est un peu, ça relève un peu du cinéma, mais non, dans la réalité aussi, le bien gagne toujours sur le mal. Juste un dernier point, par rapport juste à l'article de l'Ouatan. Si par rapport à la mise au point d'aujourd'hui, ils veulent vraiment se rattraper et documenter éventuellement, moi je pense que dans ces cas-là, il faut qu'ils déterrent l'affaire de Monsieur Sandé, de l'Ouali Ta'anaba, parce que les Benoît, en fait, ont de forts soupçons sur son décès. Donc ça serait éventuellement bien qu'un journaliste qui soit courageux, comme ils veulent se faire voir, de déterrer peut-être cette affaire et de nous éclairer tous, de savoir ce qui est réellement passé en lien avec éventuellement la famille de Gates. Voilà, donc comme on n'a pas d'informations, ben, ça serait bien qu'un journaliste intègre puisse nous renseigner sur cette affaire-là. Voilà. Merci Farida Hamidi, merci Azzin Toumi. Merci Hamid Lillo, merci Adel Jabbar. Merci à vous, chers amis, d'avoir suivi cette émission. Je vais m'absenter quelques jours pour des affaires personnelles, j'allais dire. J'espère vous revoir bientôt. Bqa ala khair. Slama.